Les marques d'une histoire tragique sont semées partout, pétrifiées dans l'immobilité, arrimées dans la pierre. Mais lorsque nous passons à côté sans les regarder, sommes-nous sûrs que la mémoire soit aussi éternelle que le marbre de ces monuments ? Retracer l'histoire de la libération dans le contexte local du Haut-Béarn va nous permettre d'associer des faits à des lieux que nous connaissons, que nous traversons parfois quotidiennement, et rendre plus sensible l'histoire complexe de la Seconde Guerre mondiale. Associé aux entretiens menés avec 2 historiens, un personnage fictif, Jules Laborde, nous contera une histoire écrite à partir de faits réels. Je fais à la France le don de ma personne, de le cœur serré, que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Non. Le 3 septembre 1939, la guerre contre l'Allemagne est déclarée. Dans le Béarn comme ailleurs, les hommes sont mobilisés pour partir au combat. Quelques Hauts-Béarnais rejoignent le 8e bataillon de chasseurs pyrénéens. Parmi eux, Étienne Martin, futur résistant et commandant du maquis du Bâgé. Et Jean de Riquer, secrétaire de mairie à Oloron, qui deviendra l'un des coordinateurs de l'armée secrète dans la région. Démobilisés après la défaite et la signature de l'armistice le 22 juin 1940, la plupart rentrent au pays, lorsqu'ils n'ont pas été faits prisonniers. Se pose alors à eux cette question. Devons-nous vraiment cesser le combat ? Philippe Pétain, maréchal de France et grand héros de la Première Guerre mondiale, est nommé à la tête du gouvernement le 16 juin 1940. Il est ensuite investi des pleins pouvoirs, le 10 juillet, par le vote des parlementaires. Il abolit alors la République et crée l'État français, qui siégera à Vichy. Sur 649 votants, seuls 80 parlementaires votent contre les pleins pouvoirs, dont le député-maire d'Oloron, Jean Mendiondou. Il sera démis de ses fonctions le 1er décembre 1940 et participera lui aussi à la résistance locale dans le réseau Combat. La France vaincue par l'Allemagne nazie est alors séparée en 2 zones. La zone occupée, nord et côte atlantique, et la zone sud, dite libre, dans laquelle se trouve une partie du département des Basses-Pyrénées, actuelles Pyrénées-Atlantiques. Dans cette partie du territoire, c'est le régime de Vichy qui impose son autorité. Des lois antisémites sont décrétées et les activités syndicales sont interdites. La Révolution nationale, portée par Pétain, véhicule les idées chères à l'extrême droite de l'époque. Le Parti communiste est interdit et ceux qui s'en réclament sont pourchassés, arrêtés et déportés. Le poids économique de la défaite se fait sentir. Les pénuries sont constantes et les conditions de vie sont de plus en plus dures. C'est le 11 novembre 1942 que l'Allemagne nazie décide d'étendre son occupation militaire à l'ensemble de la France. La Wehrmacht et la Gestapo s'installent alors à Oloron. Eh bien moi j'étais ouvrier à la chocolaterie Rosan à Oloron. Mais maintenant que les Allemands sont partout, c'est plus possible de continuer à faire semblant. Avec des copains de l'usine et d'autres de chez Bedat, on a essayé de convaincre autour de nous. On a même imprimé des tracts. Beaucoup d'ouvriers sont d'accord, la situation n'est pas tenable. Mais ils disent souvent qu'on n'y peut rien, qu'il faut continuer à gagner sa croûte pour la famille, quoi. Mais moi, Jules Laborde, j'accepte pas. Nous sommes aujourd'hui le 10 juillet 1943. À force de parler autour de moi, les Allemands ont fini par débarquer un soir à la maison. J'ai réussi à m'échapper par la fenêtre et à l'étaler. Sinon, j'aurais fini à la Villa Briole,
à me faire cogner dessus par la Gestapo, et sûrement pire. Je suis donc parti rejoindre les autres dans le bois du Bâgé. Je le connais. C'est là que j'ai intégré le mouvement des francs-tireurs. Ça fait déjà 2 mois. 2 mois de clandestinité totale. Parfois, nous nous déplaçons jusqu'à Marie-Blanque pour retrouver un autre groupe. Nous sommes en contact avec les guerrilleros. C'est les républicains espagnols en exil qui se cachent vers Pedaurat. J'ai rencontré le commandant Francisco Quitian. C'est celui qu'on appelle Paco. Nous dormons à la Belle Étoile, sous quelques branchages, parfois dans des bergeries. Mais on doit s'assurer avant du soutien des paysans. Au Bâgé d'Oloron, Jean Rouès, il nous cache dans sa grange. Il y a une petite organisation qui s'est mise en place grâce à 2 boulangers d'Oloron, Baïs et Lassus. Ils nous ravitaillent. Comme ça on peut tenir. Bon, on mange quand même beaucoup de châtaignes pour survivre quand le ravito il a du mal à arriver. Notre commandant, c'est Étienne Martin, qu'on appelle ici le capitaine Valmy. C'est aussi un ancien de chez Rosan. Il y a aussi un médecin juif allemand qui a combattu en Espagne et qu'on appelle Victor. Il fait aussi partie de la bande. C'est Hans Serelman. La présence allemande est très forte à partir donc du 11 novembre 1942. Elle se met en place progressivement, mais on peut dire qu'à l'été 1943, la ville d'Oloron, c'est d'abord une région où il y a une commandanture. Il y en a une dizaine de villes comme ça dans le département, mais une commandanture importante. Et puis la ville d'Oloron est surtout connue pour la Villa Briole, qui se trouvait sur l'emplacement actuel du lycée, et qui est le siège de la Gestapo. Et donc c'est là que les personnes qui avaient raté leur passage en Espagne avaient été raflées dans le jardin public. Ceux-là donc sont dans un premier temps envoyés à la Villa Briole avant ensuite d'être emprisonnés au fort du Ha et déportés. Oloron, c'est une ville un peu particulière, en ce sens que c'est une ville ouvrière dans un département qui est rural. C'est une ville où il y a en particulier les fabriques de bérets, des fabriques de meubles, dans lesquelles travaille une bonne partie de la population. Et c'est une ville qui surtout contrôle les 3 vallées, Aspe, Ossau, Barrétous. Et en ce sens-là, on peut dire que sa position géographique est essentielle, ce qui explique une bonne partie de son rôle important pendant la guerre. Les nouveaux arrivants bâtissent leur demeure eux-mêmes. Demeure toujours provisoire, car si l'ennemi, vous le sentez bien, arrive ici, avec ses grenades et ses automitrailleuses, il ne doit plus trouver personne. C'est la loi du maquis, la menace permanente, et les Bleus l'apprennent dès leur arrivée, comme ils apprennent à tout faire. Ici, Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Pierrot ressemble à son grand-père. Il y a 2 jours, dans la nuit du 17 octobre 1943, on attendait le signal. J'étais descendu à Oloron, depuis la grange à Rouès. J'ai fait attention d'éviter les patrouilles allemandes. Donc, je suis allé chez une tante pour écouter la radio, la rubrique des messages personnels. C'est émis de Londres par la BBC. Et j'attendais le message codé qui devait lancer l'opération. J'étais caché au grenier, l'oreille collée au poste qui crachotait. Quand la phrase finit par sortir, Oedipe devina l'énigme. Alors là, je dévale les escaliers et j'attrape mon vélo pour me rendre sur le lieu, celui qu'on nous avait communiqué quelques jours plus tôt. Je pédale si vite dans la côte d'Estialesque et au Bival que les poumons y sont en feu. Notre rendez-vous, il était prévu dans cette zone. J'arrive. Les camarades y sont déjà. J'y reconnais De Riquer et Bonnemaison. Nous traversons à pied les taillis et quelques ruisseaux dans le noir. On cherche un bosquet qui domine la ferme Bellegarde-Luce. C'est difficile dans le noir. On ne distingue plus le relief. Il est 23h. Là, il faut déterminer le lieu du parachutage avec les lumières rouges. On ne pourra découvrir qu'au dernier moment. On attend, longtemps. Tout à coup, un bruit de moteur.
Un puissant souffle terrible, le bruit des hélices au-dessus de nous, un avion débouche depuis le haut des crêtes, puis part vers l'ouest. Il amorce un demi-tour, quelqu'un hurle « Les signaux, les signaux !» C'est là que le pilote les voit, pique vers le sol et lâche ses 15 paquets blancs, suspendus, qui tombent doucement. On court vite pour couper les liens, plier les parachutes et séparer les sections de 30 kg chacune. En tout, nous déballons 1500 kg d'armes et 3 postes émetteurs. On va les stocker pour les futurs combats. Les maquis étaient souvent armés d'une manière très rudimentaire. Au début, ce sont des fusils de chasse, des choses comme ça, donc qui n'ont aucune valeur sur le plan militaire. Mais les armements qui ont ensuite permis de ravitailler les maquis proviennent de deux origines. D'abord, il y a eu l'attaque du camp de Gurs, c'était en septembre 1943, où ces maquis ont récupéré 1 millier de fusils, de mousquetons, 3 ou 4 pistolets mitrailleurs, etc. À partir surtout de l'automne 1943, ce sont des parachutages. Alors, ils ont toujours été réclamés par tous les maquis, et tous les maquis ont toujours dit on n'est pas assez armés. Le seul qui, à la fin, à l'été 1944, a été presque correctement armé, ce sont les maquis du corps franc-Pommiès. Mais les autres, les civils, les guérilleros espagnols, ont toujours dit qu'ils étaient armés d'une manière insuffisante. On peut dire qu'il y a les 4 types de maquis. Et Oloron et l'environnement d'Oloron correspond à ces 4 types de maquis. C'est-à-dire, 1, les maquis civils, c'est-à-dire combat, et ensuite l'armée secrète. Cela dépend directement de Barada et de Bordelongue. 2, les maquis militaires, c'est-à-dire les soldats qui étaient dans l'armée avant 1939 et qui, à partir du moment où leur armée est démilitarisée, se retrouvent donc disponibles. Ça, c'est le corps franc-Pommiès. Ensuite, 3, il y a les maquis des guérilleros espagnols, qui eux étaient liés aux compagnies de travailleurs étrangers, elles-mêmes liées à l'histoire du camp de Gurs. Et enfin, 4, il y a les maquis communistes, les FTP. Pour Oloron, ça serait essentiellement le maquis Guy Monquet, qui ensuite a été amené à se déplacer dans divers endroits. Mais la proportion, d'ailleurs, n'est pas égale entre les 4. Presque la moitié, ce sont des maquis civils. Un certain nombre de personnalités émergent parmi les civils. La plus connue, c'est Jean de Riquer, puisque Jean de Riquer est quelqu'un qui, à l'origine, fait partie de l'armée secrète, c'est un civil, mais ses qualités sont telles qu'il est reconnu comme le chef de tous les maquis d'Oloron, les maquis de l'armée secrète et du corps franc-Pommiès. Donc, Riquer est quelqu'un qui vraiment a réussi à faire derrière lui l'unité. Quelques jours avant le débarquement, au début du mois de juillet 1944, il est fait prisonnier et finalement son maquis est un maquis qui va se retrouver soit dans le maquis un peu plus au nord de Monin, c'est-à-dire le maquis du Larynque, soit une partie va également rejoindre le maquis Guy Monquet qui se trouve alors à Marie-Blanque. Le maquis de Monin était un maquis qui, lui, était commandé par une autre grande figure, c'est le commandant Prat, Raoul Prat, qui est quelqu'un dont la vie est assez extraordinaire et qui s'est efforcé de rassembler dans une forêt difficile à atteindre l'essentiel de ceux qui protestaient, ne voulaient pas de Vichy. Son groupe est un groupe qui a largement participé à de nombreux combats, disons les combats de l'ouest de Pau. À l'ouest de Pau, c'est plutôt des maquis comme ceux de Raoul Prat. À l'est de Pau, c'est plutôt des maquis comme ceux du corps franc-Pommiès. Dès 1939, la censure militaire se met en place. Mais elle est réorganisée à partir de juillet 1940 par le régime de Vichy, sous la houlette de Pierre Laval. Un organisme civil de contrôle de presse émanant du nouveau ministère de l'Information est créé. Le département des Basses-Pyrénées voit ses journaux placés sous le contrôle d'une surveillance implacable, dont le chef régional est Henri Peyre. À Oloron, 2 publications coexistent alors, l'Écho d'Oloron et le Glaneur. Ici, vous voulez, c'est du juillet 1944. Ah oui, mais ça, c'est le Maurras, ça. Ça, c'est le censeur qui encadrait en rouge, puisqu'ils avaient un crayon rouge, comme pendant la guerre de 14. Voilà, ça, c'est un bulletin d'Inter-France. Les journaux étaient abonnés, ils avaient des articles tout faits qu'ils pouvaient intégrer. Donc, par exemple, ici, vous avez les communistes provoquent le déraillement de l'express Pau-Toulouse.
Voilà, ça, ce sont des notes qu'envoyait le censeur régional, le censeur départemental à tous les journaux. Et là, c'est bien identifié puisqu'il y a la signature manuscrite du censeur régional qui a précédé Henri Peyre. Alors ici, on a le registre des consignes. Voilà. Alors il y en avait plusieurs par jour et qui fixaient les dépêches à insérer. Et les consignes sont très intéressantes parce que vraiment, on voit que la totalité est encadrée. Les expressions, les alliés, les nations alliées, les Nations unies ne doivent en aucun cas et sous aucune forme être employées pour désigner les puissances co-belligérantes contre l'Allemagne. Pour les résistants, on employait systématiquement le mot terroriste. Alors il y en avait plusieurs par jour. Et vous voyez, celle-ci, par exemple, elle fixe le titre à choisir. Et on fixe même les sous-titres. Et souvent même, on proposait l'alternance entre 2 sous-titres. C'est parce que beaucoup de journaux publiaient les mêmes consignes. Donc, pour éviter qu'on trouve exactement les mêmes titres ou sous-titres, on en proposait 2 ou 3 pour faire croire un peu une diversification de la presse, alors que c'était totalement faux, quoi. Vous avez aussi des consignes qui imposent de reprendre la plus grande partie des éditoriaux de Philippe Henriot, qui était ministre de l'Information et qui parlait à la radio régulièrement, au moins 2 fois par jour. Et donc les journaux devaient reprendre une partie de ces conférences, notamment celles qui étaient les plus virulentes contre les Alliés et contre les résistants. On nous dit que nous ne sommes pas des patriotes parce que nous acceptons la politique de collaboration avec l'Allemagne, parce que nous pensons qu'il y a là une opération européenne indispensable. On nous dit que nous ne sommes pas des patriotes, nous qui acceptons le fait de la défaite, qui en avons le cœur aussi meurtri et aussi déchiré que vous, mais qui entendons partir de là pour... Oui, on a déjà réussi plusieurs sabotages, oui. Ah, je commence à être à l'aise dans le maniement de la dynamite. Les pylônes à haute tension, ils tombent les uns après les autres. Arudi, Busiette, Ledesch, Gand. Et les Allemands, ils repassent derrière pour tout rafistoler. On a aussi saboté la voie ferrée d'Arudi pour limiter le ravitaillement. Et là, c'est la ligne d'Oloron à Canfranc qu'il nous faut viser maintenant. En attendant, on s'entraîne au maniement des armes, des grenades, des mitrailleuses Sten. On les a reçus au compte-gouttes dans les parachutages. Et bien là, ça change des fusils de chasse, oui. Comme j'ai combattu dans le régiment des chasseurs pyrénéens, je deviens instructeur dans notre groupe. D'ailleurs, il s'agrandit de jour en jour. Hier, on a dû faire un coup de main à la mairie d'Augeux pour récupérer les tickets de rationnement. Heureusement, ils nous ont laissé faire, on n'a pas eu à se servir de nos armes. Les gens, ils sont en majorité d'accord avec ce qu'on fait, même s'ils restent dans l'attente. On ne parlait pas trop de la résistance. Ce n'est que tardivement, parce que justement, il ne fallait pas prouver qu'elle agisse. Donc on parle surtout à partir de 1944, parce qu'il y a énormément de bureaux de tabac qui sont attaqués. C'est là qu'on s'aperçoit, avec la multiplication de ces attaques de bureaux de tabac, qu'il y a quand même des maquis, puisque bon, ils viennent chercher les cigarettes. Et là, par exemple, dans cet écho d'Oloron, on voit des individus armés cambriolent la mairie d'Augeux. Donc ils allaient aussi essayer de trouver un peu de titres de ravitaillement dans les mairies, quoi. C'est un département rural et c'est un département où ces jeunes essaient d'éviter le STO, surtout pendant l'été 1943. Une des conséquences, c'est qu'ils essaient de passer. Ils essaient de passer, parfois même, ils essaient de retrouver les maquis. Et dans les maquis, d'ailleurs, ils ne sont pas toujours très bien accueillis. Parce que dans les maquis, il y a des gens qui sont convaincus, veulent lutter contre les Allemands. Alors que ces jeunes qui veulent éviter le STO, ils veulent surtout éviter de partir en Allemagne. Donc ce n'est pas nécessairement des résistants. Ensuite, l'amalgame se fait et ils vont jouer un rôle assez important aux côtés de leurs camarades résistants. Entre l'automne 1943 et juin 1944, le département des Basses-Pyrénées passe de 6 à 25 maquis, rassemblant à la fin 3500 hommes, d'opinions et d'origines très diverses. Les maquis se structurent militairement et unifient leurs forces à partir du printemps 1943 par la création, à l'initiative de Charles de Gaulle et de Jean Moulin, des mouvements unis de résistance.
Ambroise Bordelongue, employé des PTT à Pau, devient chef départemental du mouvement, aux côtés de Honoré Barada, instituteur. Tout de suite après l'appel du 18 juin 1940, donc il y a eu une réunion ici à Pau avec Bordelongue, Barada, tous ceux qui vont être les cadres de la résistance départementale. Ça n'a aucun lien avec l'appel du 18 juin, donc c'est une résistance spontanée. Il est sûr que la première forme de résistance a été le refus. Refus de la défaite, refus d'un gouvernement dont on voit qu'il est très marqué à droite et de plus en plus vers l'extrême droite. C'est bon, on est prêt. 14 juillet 1944. Un jour parfait pour un beau feu d'artifice. On est bien, pour cette mission de sabotage, ça risque d'être la plus compliquée de toutes. On sait que le pont métallique de la voie ferrée, au niveau d'Escottes, fait 60 mètres de long. Il surplombe le gave d'Aspe, mais à une bonne hauteur. On a avec nous plusieurs kilos de dynamite récupérés sur le chantier de Fabrège pour le nouveau barrage. On retrouve là les hommes du commandant Raoul Prat. Ils arrivent eux de la Seube en pleine nuit, mais sous un quartier de lune qui nous éclaire suffisamment. On se positionne autour du pont, il y a des sentinelles qui montent la garde aux abords de la nationale 134. Un groupe de 6 s'avance sur le pont et traverse les rails avec la caisse d'explosifs, pendant que 2 autres s'occupent de dérouler le fil du déclencheur. Et là, un bruit de moteur arrive au loin, tout le monde s'arrête, on guette la moindre alerte des sentinelles. Après 2 minutes d'immobilité, pleine d'angoisse, ça part une éternité. On entend le moteur s'éloigner de nouveau en direction de la vallée et tout le monde reprend sa tâche. Il nous faut 20 minutes pour installer les charges et les relier correctement. On se dépêche de se replier en contrebas et une partie des hommes commence à repartir vers la forêt du Bâgé. C'est Robert Félix qui déclenche la charge. Les mains sur nos oreilles, on sent le souffle de l'explosion qui nous secoue. Une espèce de colonne de feu, de fumée. Des grosses poutres métalliques se font soulever comme de la paille. Le pont grince et se déforme. Je pense que personne ne s'attendait à une telle puissance. On se regarde, satisfait. On remballe le matériel qui pourra encore servir et on détale pour rejoindre la route de l'Urbe. On peut dire que jusqu'au débarquement, 6 juin 1944, il n'y a pratiquement pas de combat ouvert. Il y a des attentats, il y a des déraillements. Par exemple, à Escottes, il y a un attentat sur le viaduc qui explique qu'il y a eu un déraillement important du train Pau-Canfranc et qui a empêché une bonne partie de cette circulation du matériel allemand et parfois même d'autres choses que du matériel. Je pense à ce qu'on appelle l'or de Canfranc. À partir du mois de juin, c'est la vraie lutte. C'est la vraie lutte qui est liée au fait que les maquis considèrent que leur raison d'être est de faciliter la réussite du débarquement en Normandie. Donc il faut essayer de combattre pour retenir des troupes dans le sud-ouest et pour empêcher ces troupes d'aller soutenir les autres troupes allemandes qui combattent en Normandie. Alors bon, il s'est passé 1 mois depuis le dynamitage du pont et du coup les contacts avec les Allemands sont de plus en plus intenses. Tout le monde sent maintenant que la situation a changé depuis le 6 juin, le débarquement en Normandie, quoi. Le 17 juillet dernier, ils ont attaqué le poste du commandement des Guerrieros à Buziette. Et ils s'en sont pris aux habitants. Un vrai carnage. Là, on est le 16 août 1944 et je rejoins le maquis du Laring pour une opération. On a appris qu'une colonne allemande qui venait de Pau allait tenter de rejoindre Mauléon, à peine libérée par les maquisards. On est en plein cagnard, en train de placer des explosifs dans un vieux tronc d'arbre sur la N134 au niveau de la côte d'Herrera. Et là, une garnison allemande surgit par surprise et ouvre le feu. Ils sont encore loin, mais les balles, elles sifflent autour de nous.
D'ailleurs, je suis toujours étonné que le claquement des balles à côté de moi précède la détonation lointaine de la mitrailleuse. C'est comme l'orage. On pense à ce genre de choses quand on est comme ça, là, pétrifié, et que l'esprit, il fonctionne à toute vitesse. Bref, on se planque derrière une grosse pierre pour se mettre en position de tir. Mais là, André Lombard, qui est à côté de moi, il pousse un cri étouffé. Il vient de se prendre une balle dans la poitrine. Il s'écroule au milieu de la route. Les échanges de tirs continuent. Péum! Péum! André, il bouge plus. Casamayou descend 3 Allemands et on profite qu'ils se mettent en repli pour décrocher. Et on laisse là ce pauvre André. On ne peut plus rien faire pour lui. Rien. La ville de Pau est libérée le 20 août 1944. C'est-à-dire les camions partent le 20 août 1944 à la surprise générale, parce que la population de Pau pense que ces camions sont en train de préparer une nouvelle opération militaire d'un côté ou de l'autre. Donc ils partent, ce qui explique qu'à partir du 21 août, la fête, la liesse, donc, se déchaîne dans toute la région, et c'est à partir du 22 août, donc très tôt, que les personnalités du nouveau régime s'installent, c'est-à-dire le préfet, le maire, le chef de la police. Donc c'est arrivé très tôt. Et dans cette installation, le personnage clé, incontestablement, c'est Honoré Barrada. Honoré Barrada était, avec Ambroise Bordelongue, le fondateur de la résistance départementale. Et là, Barrada arrive au premier rang. Il a une grande faculté d'organisation, de grands mérites dans ce domaine-là. Et on peut dire qu'il va rester à la tête du département pendant presque 8 à 9 mois. Ça va être lui la figure qui va à la fois organiser la reconstruction, mais qui va aussi remettre le pays en route sur les rails, sur des bases républicaines. Les troupes allemandes ont quitté le Haut-Béarn par le nord, où ont été faites prisonnières en tentant de fuir vers l'Espagne. Le 3 septembre 1944, on défile dans les rues de Pau. On fête la liberté retrouvée et on rend hommage aux disparus. Sur le boulevard des Pyrénées, devant le monument aux morts de la guerre de 14, dans les rues et sur la place Verdun, la résistance parade sous les acclamations. Le 10 septembre 1944, c'est au tour d'Oloron d'être en liesse. Jean Mendiondou prend la parole, ainsi qu'Ambroise Bordelongue. On reconnaît, présent dans la tribune, le commandant Raoul Prat et Honoré Barrada. Depuis à peine 20 jours, l'histoire semble enfin avoir basculé, après 4 longues années de drame et d'incertitude. Une nouvelle page s'ouvre pour le pays, qui doit penser sa reconstruction tout en rendant justice à ceux qui ont tout perdu pour s'être opposés au nazisme, pour ceux qui ont voulu défendre la démocratie contre un régime autoritaire conquérant. Le 25 août 1944, on procède à l'exhumation des corps de 47 résistants. Ce sont les charniers du Pont-Long, qui rendent visible à tous l'horreur de la guerre et de l'occupation. Leurs dépouilles seront transférées et inhumées. À Buziette, le 2 octobre 1944, on inaugure le monument à la mémoire des guérilleros. Un hommage leur est rendu par Jean Baylotte, ex-Joseph dans la Résistance, qui vient d'être nommé préfet après la révocation des responsables de Vichy. Sont présents Ambroise Bordelongue, Honoré Barrada, Jean Mendiondou ou encore Raoul Prat. Le chanoine Arthur Biers, maire d'Augelet-Bains, rend lui aussi un vibrant hommage aux disparus. La guerre avec l'Allemagne nazie ne prend fin que le 8 mai 1945, après sa capitulation sans condition. Les prisonniers commencent à faire leur retour dans le Béarn dès le mois de mars, et ce, jusqu'au mois d'août 1945. On les voit ici, de retour à Pau, retrouvant famille et amis.
souvent après un terrible et fatigant périple. Éloignés des leurs pendant 5 longues années, la réadaptation est souvent compliquée. Pour eux, comme pour le pays, débute alors une difficile et nécessaire reconstruction.